Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, une émission qui vous fait découvrir le monde magique, merveilleux et sémillant. Je sais pas pourquoi je dis sémillant à chaque fois parce que je ne connais même pas Mais pourquoi tu fais pas vraiment des terme, trucs, la définition du terme sémillant. Mais c'est pas grave, dites-le moi en commentaire. Mais si on te l'avait donné en plus. Oui, mais c'est pour ramener un peu de. Ah d'accord, c'est pour un appel à action, comme on dit. Donc cette semaine, on va parler de catholiques, de gens qui ont brûlé, tous les trucs qu'on aime en fait. On va parler d'Hérétique de Charlie Adler et de au scénario Robert Faye, puisque je suis avec Faye. Oui, Bonjour, Faye. bonsoir. Non, au scénario, c'est Robbie Morrison. Ok, merci beaucoup. Et on a la chance d'avoir deux invités. On a Margot, Sal Tel, excusez-moi, et Gaëlle Hersan, voilà, qui sont organisatrices du festival Interconnecté version Montpellier. Je le dis comme ça. Oui, co-organisatrice parce qu'on est quand même une bonne dizaine à mettre la main à la pâte. Donc, ok. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est très très partagé. Les tâches sont bien réparties. Ok. Bon, coordinatrice. Co-organisatrice. Pardon. Des gros mots. Ouais, oui. Comme d'habitude, on va commencer par les petites recommandations culturelles. Et je vais commencer parce que j'en ai une pas mal pour le coup. Et vraiment, si vous la loupez, c'est dommage pour vous parce que je sais pas si ça va rester longtemps. Il y a un super docu qui est arrivé sur Arte, donc il doit être sur Arte et sur le site Arte. Et moi, je l'ai vu sur la chaîne YouTube. J'avais déjà adoré le bouquin. Donc c'est un docu sur My Friend Dahmer de Derf Backderf. Vous oubliez. On en avait parlé dans Comics Discovery. On en a parlé il y a très longtemps dans Comics Discovery. Au moment de la sortie de l'adaptation. Ne regardez pas l'adaptation, vraiment. En film. Ouais. Film ou téléfilm. Téléfilm, on va dire plutôt. Ne la regardez pas. Regardez la BD est géniale. Oubliez la série de Murphy aussi. On n'est pas dans un truc putassier ou sensationnaliste. Derf Backderf, c'est quelqu'un qui, quand Jeffrey Dahmer, donc je rappelle pour les gens qui ne sauraient pas, Jeffrey Dahmer est un tueur en série cannibale qui a tué plus de 17 personnes, je crois. Si je dis pas de bêtises. Beaucoup de personnes. Il a tué beaucoup de personnes dans les années 80, 90, je ne sais plus. Et au moment de son arrestation, il y a sa femme qui en parle à Derf Backderf et lui se rend compte qu'il était au collège et au lycée avec lui et qu'en fait il a fait partie au lycée d'une espèce de fan club de cette personne parce qu'il se moquait un peu de lui parce qu'il était un peu c'est pas un fan club, c'est oui, mais il avait vraiment le truc s'appelait fan club de Dahmer. Oui, mais c'était plus un groupe de haters en fait. Non, c'était pas des haters, ils étaient pas moi j'avais pas ressenti comme ça. Ils le sont comme ça dans le documentaire. Et en fait le documentaire il a écrit une BD du coup sur l'enfance et l'adolescence de Dahmer et il s'arrête juste avant son premier meurtre. Donc on s'intéresse vraiment plus à la personne derrière et en fait surtout à quel point il y avait tellement de signaux d'alerte et de moyens de découvrir que ce mec n'allait pas bien et qu'il était tout seul et qu'il avait des problèmes et tout le monde a préféré ignorer ces problèmes et c'était plus simple pour eux de se dire quelqu'un d'autre réglera le problème et c'est très intéressant. La BD est géniale. Il a un style un peu particulier, c'est vraiment la BD indé hein. Donc vous attendez pas à du Big Two, c'est pas du Jim Lee ou du Andy Kubert, c'est de la BD indé mais c'est super beau, moi je trouve ça vraiment très très beau. Et donc le documentaire revient sur tout, en fait ils sont allés l'interviewer et on le voit dans le coin où il a grandi
Il retourne même dans la maison d'enfance de Jeffrey Dahmer. Et il y a un moment qui est super touchant où on le voit, il est à un endroit où on suppose que Jeffrey Dahmer a tué sa toute première victime. Et il dit moi, au moment où il faisait ça, j'étais à 200 mètres parce que j'ai passé mon été dans la villa de mon pote. On aurait pu l'arrêter, parce qu'on était juste à côté. Et on sent que lui encore, il est, ça le touche encore même alors que ça fait des années qu'il a écrit une BD, qu'il a fait un peu, c'est un peu à double tranchant parce qu'il a fait sa carrière sur c'est un peu cette BD qu'il a fait exploser. Du coup, il peut pas trop se détacher de ça, mais en même temps, c'est quand même un tueur en série, donc c'est compliqué. Et on revient sur toute sa démarche artistique, sur comment il s'est mis à écrire ce truc, et c'est super intéressant. Vraiment, rien que même si vous avez pas lu la BD, je trouve le fait de la démarche artistique, de se poser, d'aller chercher les témoignages de ses amis. Et de revenir en plus avec la réal du documentaire, elle est vraiment bien. Donc allez-y, c'est dispo gratuitement sur Arte, sur YouTube. La chaîne YouTube d'Arte, vous avez toujours des docus super cool, et en plus sur la chaîne d'Arte. Donc allez-y. Et si vous avez pas lu My Friend Dahmer, lisez-le parce qu'il est c'est vraiment très cool. Et Derf Bagderf, il a fait d'autres trucs à côté qui sont vraiment cool aussi. Je crois qu'il y a Punk Rock et Trailer Park qui est pas mal. Enfin, j'ai pas du tout noté de trucs du tout. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est du super taf. Et je sais pas si est-ce que vous l'avez lu, ça vous dit quelque chose, mon ami Dahmer? J'ai lu la BD, j'ai vu le documentaire il y a 2 jours du coup. Du coup, est-ce que t'as aimé ou le docu est intéressant, mais quand on a lu la BD, en fait, du coup, ça fait presque un peu double quoi. Donc c'est. Bon, effectivement. Mais voilà. Ok. Effectivement, oui, vous avez un vieux Comedy Discovery, mais qui a, je l'ai pas écouté. On l'avait pas refait, non. On l'a pas refait. Ouais. C'était à l'époque de la radio, donc c'était vraiment il y a très longtemps. C'est naguère. Naguère jadis. Oui, parce que ça fait 10 ans qu'on fait cette émission. Donc je crois que c'est saison 4. Si j'ai pas de bêtises. Si on le retrouve, on le mettra bien sûr dans la description. On le mettra dans la description pour que les gens, si vous voulez jeter un coup d'œil. Est-ce que Margot ou Gaël, vous avez une recommandation à nous partager? Qui commence? Vas-y, putain. Vas-y, Gaël. Alors, j'hésite entre deux, mais je vais vous parler de Becky Chambers. Donc, qui est autrice de Solarpunk, avec notamment les histoires de moines et de robots et les voyageurs. En fait, qu'est-ce que le Solarpunk? Si vous ne connaissez pas, c'est de la science-fiction, mais positive. Et je crois qu'en ce moment, nous avons besoin de choses un peu positives qui nous font du bien et qui vont nous dire « Oui, il y a eu un moment... » En fait, histoire du moine et du robot, les robots ont décidé de faire sécession. C'est genre « Ok, les humains, vous êtes sympas, mais en fait, nous, on va aller dans notre coin et on va arrêter tout contact avec vous parce que là, vous nous faites un peu chier. » Et plusieurs années se passent et un robot décide de reprendre contact avec un humain. Et donc, c'est l'histoire entre ces deux personnages qu'on va suivre dans l'histoire du moine et du robot. Et c'est d'une douceur, ça fait vraiment du bien. Et juste de lire ça, ça permet de se faire du bien à soi. C'est un petit bonbon. Voilà. Okay. Je crois que Diane, elle est très fan de Diane de Easter Egg en dessous des Sœurs Noires. Allez-y. Bon, là, pas en ce moment parce que c'est fermé. Si vous y allez, ce sera porte close. Mais je crois qu'elle est fan elle m'en a parlé à plusieurs reprises. Oui, c'est un peu elle qui me l'a fait découvrir. Alors, c'est pas forcément elle qui me l'a fait découvrir, mais elle m'a très fortement poussé dedans. Et l'an dernier, on a fait 2 BD un peu Solarpunk. On a fait celle qui était sortie chez Kinaï, et dont j'ai oublié le nom, mais qui était trop cool. Isha, mince. Ah oui, il y avait Hicham. C'est deux prénoms, je crois. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur à la Comédie du Livre. L'auteur très sympa. Ouais. Nous aussi, on a eu la chance de discuter avec lui. Il est super intéressant. Il avait été moi, mais voilà, je n'ai pas de mémoire.
C'est pas Micha. Ça, je l'ai Alors moi, je perds tous les prénoms, donc ouais. C'est une émission où on perd tous les prénoms. Et il y avait aussi la BD de c'est Bliss, tu sais, avec celui qui je crois que c'est Slippers, j'ai plus le titre. Bah, écoutez, C'est Ishimima, donc pas Isham, de June Aleb, super histoire. Et je crois que zut, j'ai oublié le nom. Bah, si tu retrouves, tu le mets. Je mettrai dans la description, mais on a fait du Solarpunk. Allez, lisez du Solarpunk, c'est très cool. Je crois que c'est sorti sur Bliss, ou c'était Kenai aussi peut-être. Avec, tu sais, c'est celui qui dort et qui dans ses rêves voit un de ses ex, et après il y a tout un truc. J'ai pas lu ça. Si tu l'as lu. J'ai lu. Bref, Moi, c'est pas grave. C'est du Solarpunk. Je retrouverai le nom et c'est très cool. Donc, ça m'a pas marqué. bref, c'est une autrice. Je sais plus, j'ai plus le nom peut-être. Bref. Margot. Oui. C'est un peu plus honteux, mais c'est pas honteux, mais c'est tout le monde est à fond sur ça, mais je suis comme tout le monde. Je ne vis et ne pense qu'à Heated Rivalry, donc je ne pense qu'à des hockeyeurs. J'ai commencé. J'ai même succombé, j'ai commandé le bouquin, donc j'attends le bouquin, voilà, parce que je ne suis qu'une fangirl, voilà. Mais ça fait du bien, c'est une série du coup, pour expliquer pour les 3 personnes qui ne doivent pas connaître, mais c'est une série qui est sortie au Canada. Oui. Elle est dispo légalement en France en février. Et c'est que 6 épisodes et ça raconte une histoire d'amour entre 2 joueurs de hockey professionnels, donc qui à la base sont censés être des rivaux. Voilà. Et ça fait du bien cette série parce que c'est la représentation, c'est hyper doux et ça donne un peu espoir en l'humanité et en l'amour, donc ça fait du bien. Voilà. Il y a pas un dessin de ça sur ton Insta? Si. Ouais. Quand t'as dit OK et Rivo, je me suis dit et j'ai regardé son Insta tout à l'heure, il y avait un dessin de ça. Donc bah voilà. En plus il y a des fans. Mais mon Instagram est rempli de fan art de plein de personnes talentueuses en plus, donc du coup ça n'aide pas à ce que je sorte de cette obsession en ce moment. Donc, Ok, on ira voir ça. Ça a l'air cool. Oui, parce que moi je fais partie des 3 personnes là qui n'ont pas. Et à la base, c'est des bouquins, des romances, du coup. D'accord. Je savais pas que c'était des bouquins à la base. Mais voilà. Ok. Ils ont fait un très bon boulot d'adaptation, donc je conseille. Ok. Faye. Oui, bah écoutez, moi je reste toujours dans ma vibes, pareil, bonne humeur, amour. J'ai vu un nouveau drama, les amis. Et oui, je suis là pour vous parler un peu de romance. Et là, je vais vous conseiller un nouveau drama qui s'appelle Can This Love Be Translated? Donc, comment traduire cet amour? Ils ont mis en français. Et c'était trop bien. En gros, c'est je vois James qui a fait, mais n'écoutez pas James, écoutez-moi. Donc en gros, c'est une fille qui est une actrice un peu ratée et tout ça. Et en fait, elle part au Japon parce qu'elle veut retrouver son mec qui l'a quitté. Et elle veut retourner avec. Et manque de peau, quand elle arrive dans le resto où il bosse, elle découvre qu'en fait, il l'a trompée pendant plein de mois et qu'en gros, il a épousé une meuf entre-temps qui est enceinte. Et super. Et la meuf ne parle pas coréen, elle parle donc japonais. Et donc elle essaie de s'expliquer et tout, et elle comprend pas. Et dans le bar, elle rencontre un homme qui, comme par hasard, est traducteur professionnel, c'est son métier. Et le gars l'aide et ils commencent à discuter et tout. Ils nouent une relation et tout ça. Enfin, ils nouent une espèce d'amitié. Puis finalement, ils vont être séparés. Et elle, pendant ce temps-là, elle retourne en Corée et elle trouve enfin un rôle dans un film d'horreur, un film de zombies où elle incarne une espèce de fille zombie qui s'appelle Doremi, ou Dorami, un nom comme ça. Et manque de peau sur le tournage, elle a un petit accident et elle tombe 6 mois dans le coma. Et quand elle se réveille, elle découvre que son film, en fait, il a fait un énorme succès et qu'elle est devenue une star alors qu'elle était dans le coma. Et donc, elle essaie de se faire à sa vie, de célébrité. Mais il se passe des petits trucs. Déjà, elle va revoir le traducteur qu'elle avait rencontré pendant son petit voyage au Japon. Et en plus, elle a un effet secondaire suite à son petit accident, entre guillemets. Elle commence à avoir des visions du personnage qu'elle incarne dans le film. Donc voilà un peu le postulat de base. Mais c'est une série que j'ai trouvée drôle. Le rythme est assez rapide pour un drama.
Et j'ai bien aimé en fait parce que ça parle aussi de maladies mentales, de traumas, de comment essayer de les surpasser. Et je trouvais que c'est plutôt sympa. La réalisation, elle était plutôt cool, surtout quand il y a des espèces de moments où elle a ces espèces de visions là de cette autre elle-même, on va dire en quelque sorte. Et voilà, j'ai passé un très très bon moment. C'est en 12 épisodes. Et en plus, dedans, il y a un acteur que j'aime bien qui s'appelle Kim Seon-ho, que j'ai découvert dans Homme Cha-Cha, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente émission qui est très feel good aussi, et j'ai appris donc qu'il allait être dans l'adaptation d'un manhwa, enfin je sais pas comment on dit, c'est les BD chinoises, c'est coréen. Là c'était une BD chinoise de base. Je vous avais parlé d'une BD chinoise, les amis, qui s'appelait Délusion, une histoire de vampire qui était très très sympathique. Non parce que tu sais. Voilà. Non, c'est pas non. Super. C'est très très bien, c'est super beau. Alors là j'ai lu 3 tomes, je pense que c'est en 3 tomes parce que là où je me suis raté, ça faisait fin. Donc je pense pas qu'il y en aura d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est super beau. Ça change beaucoup du manga. L'histoire, elle est super bien écrite. Il y a mais tous les dessins, les couleurs, il y a un côté très pictural, très aquarelle par moment. Enfin, j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Et là ça va sortir cette année, l'adaptation en drama. Normalement, ça sera sur Disney+. Mais je pense que vous pouvez le voir autrement si vous voulez. Par exemple, voir drama. Tapez ça sur les internets. Ah bah si ça permet de pas donner. Oui, c'est vrai. L'argent à Disney. Mais c'est voilà, et l'acteur il est trop bien. Donc je pense que ça va être bien. Moi j'y crois à cette adaptation. Voilà. Ouais. Oui. On a vu que le soft power coréen passe vraiment bien avec toi. Mais écoute, ça me met de bonne humeur. Là, j'attends lundi parce que j'attends les 2 derniers épisodes du Miroir aux idoles. Un autre drama, je crois que je vous en avais parlé, les copains qui vous écoutaient. Très très bien, qui montre en plus que l'industrie de la K-pop, c'est pas joyeux. Si vous ne connaissez pas, vous aurez un aperçu. Son amour des romans slow burn Bon, je regarde pas que ça. Non, c'est pas que ça les dramas coréens. Mais après, elle a réussi. Moi, je suis hypée. Je veux voir cette série. Ah, regarde, franchement. Regardez. Mais un peu de bonne humeur et de beauté et de paillettes dans ce monde, on en manque. Oui. Voilà. Et puis il y a des BG et des BGettes. Ce sera mieux que le caca dans Night of Seven. Oui, c'est vrai, scène 1. Ouais, scène 2, un monsieur qui fait caca, très bien. Oui. Merci beaucoup. Game of Thrones. Ouais. Non, franchement, c'est fou parce que bon, petite digression. Moi, c'était la série qui avait le plus de potentiel pour moi parce que à la base, c'est donc pour les gens qui ne sauraient pas, il y a un nouveau spin-off de Game of Thrones. C'est sur des petites nouvelles qui ont des grosses, enfin, qui ont un lore qui est très gros, qui est très conséquent avec ce qui va se passer plus tard puisque c'est une préquelle à ce qu'on découvre dans le Trône de Fer. C'est vraiment bien. Moi, j'ai adoré ces nouvelles-là. Et je me suis dit, c'est cool parce que c'est des nouvelles, donc les scénaristes vont pouvoir avoir plus de coups des franches et pouvoir faire des trucs plus intéressants. Et au final, le pilote est une parodie. Effectivement, scène 2, on voit vraiment un mec qui chie. Pour de vrai. Il fait ses besoins. Oui, voilà, si vous voulez. Pas des coups. Et ça donne le ton de tout l'épisode. Donc. C'est genre Game of Thrones version Scary Movie, quoi. Ouais. C'est un. Ouais, non, j'irai pas jusqu'à là, mais bref. Je regarderai la suite et je vous donnerai mon avis sur la suite. Mais ouais, je suis vraiment. C'est fou, hein, parce qu'il mais viens, regarde des dramas, je peux t'en montrer des. Non. Tu as réussi à me convertir à Stray Kids. Ah, attends, je vais te passer au drame. Mais regarde, là, j'en ai commencé un. Il y a Anne, il fait la musique. Ah. Typhoon Family. Elle a réussi. On va. Il y a donc bon. Pour les gens qui sont fans de digressions. Pour les gens qui sont fans de Stray Kids, il y a 2 séances de leur concert qui vont passer au cinéma, un peu partout et notamment à Montpellier. Et nous avons réservé pour les 2 séances, puisque voilà. Ça va être trop bien. Ouais. Je sais pas dans quoi j'ai mis la main, mais ça va être spécial. Mais j'adore Stray Kids de toute façon. Mais c'est pas le sujet de l'émission. Ce n'est pas le sujet. On pourrait en faire une émission. Reconcentre-toi. Ouais. On va parler du festival interconnecté de la BD avant toute chose. Et puis après, on vous parlera d'Hérétique de Charlie Adler et de Robbie Morrison. Donc, le festival interconnecté de la BD. C'est vous l'avez présenté ou vous voulez peut-être le présenter vous-même, c'est ça peut-être plus simple.
Donc, enfin, Bah, choisis une personne qui va présenter. Tu es tout troublé ce soir. ouais, Je sens, ouais. Bah, vas-y, Margot. Mais super. Je sais pas, c'est Oui, non, mais c'est les fêtes interconnectées de la BD, c'est très long comme nom. En fait. Ça vient du mouvement de boycott, girlcott qu'il y a eu suite à des événements du Festival international de la BD d'Angoulême. Ouais, on a pas mal parlé dans l'émission, donc Voilà, les gens donc, doivent connaître, je pense. C'est ça. Donc, il y a eu un gros mouvement de boycott et girlcott, du coup, surtout, depuis plusieurs mois, qui a amené finalement à l'annulation pour cette année 2026. Et du coup, pour essayer de garder quand même un événement plus festif et de faire quelque chose aussi de ce mouvement, parce qu'on a été plusieurs à signer une tribune, on a été 285 à signer une tribune pour l'annulation, pour ce boycott, etc. Donc du coup, autant mettre cette énergie aussi pour créer des événements, et on l'a fait partout en France. Donc il y a des événements à Paris, Bruxelles, Montpellier, du coup, Lille, Toulouse, et même en Espagne aussi. Voilà. Et donc, vous avez une page Instagram, si vous voulez voir tout ce qui s'y passe. Je sais qu'il y a il y a pas mal de dédicaces dans beaucoup de librairies de Montpellier. Oui, Soram, Bunka, ouais. Azimut, je crois. Azimut, ouais, Planète Interdite. Il y a même une librairie que je ne connaissais pas de Castelnau qui fait podcasts. Qui fait du podcast aussi, apparemment. Faudrait qu'on les invite. Je n'en avais plus le nom, par contre. Les Pluches Livres. Les Pluches Livres. Ouais. Je sais que toi, Margot, tu dédicaces avec Agnieszka. C'est vendredi, non, à Sora. Oui, c'est ça. Vendredi 30, c'est ça. Ouais. Et il y a un truc une soirée d'inauguration où vous lancez, où c'est. Il y aura une soirée d'inauguration jeudi 29, du coup, au Quartier Généreux à partir de 21h. Ok. Et il y a une expo pour les gens qui voudraient. Et l'expo sera du coup à l'Épluche Livre, justement, la librairie à Castelnau. Okay, oui, en fait, c'est pratique parce que c'est la librairie qui a une petite salle d'exposition. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment choisi aussi des lieux un peu en fonction de ce qu'ils pouvaient nous offrir. Et Dédré des Pluches Livres, c'est très pratique parce qu'elle a une salle où il peut y avoir tout à fait une exposition et en plus une table ronde qui aura lieu, le samedi. Ok. Sur les PHSS. Ok. Et il y a aussi une table ronde autour de l'IA, je crois, oui. à Sorens, non ? Tout à fait. Ok. Avec nous deux, du coup. Elle va se couper. Non, je voulais juste demander si ça a été difficile de pouvoir organiser ce festival en se coordonnant avec toutes ces différentes villes. Est-ce que vous avez fait face, par exemple, à des gens qui auraient fait un peu de résistance Voilà, comment ça s'est passé en fait concrètement la préparation ? De façon très étonnamment hyper fluide. C'est un truc de rêve. Vraiment sur autant, en fait, donc tout se passe par WhatsApp, par messagerie. Il y a le groupe, c'est un grand groupe et il y a plein de sous-groupes et en fait, tout le monde fait vraiment attention. Tout le monde est capable de se remettre en question, de parler de façon assez posée et vraiment d'avoir des réflexions très constructives. Et au niveau de Montpellier, il y a plusieurs personnes que je connais pas de visu. Néanmoins, à partir du moment où Joël a remis un peu d'énergie, ça a permis de lancer le moteur et tout s'est fait, je trouve, de façon hyper fluide où chacune a pris en charge des tâches à faire sans qu'il y ait besoin de relancer, etc. C'est franchement assez extraordinaire en fait que ça se passe comme ça. J'ai jamais vécu ça de cette façon, que ce soit aussi simple. Aussi en fait, c'est une belle leçon, une belle revanche, je trouve, à donner face à tous ces oui, avec ça. Moi, je dis bravo. Ouais. Voilà. Aux orgas, aux enfants. J'entends Margot par rapport à ça, mais en tout cas, je suis hyper
Bah, surtout qu'au début, on avait essayé d'en parler avec Gaël, on s'était réunis, on a essayé de trouver des salles en allant du coup à entrée libre à Easter Egg, mais c'était dans un timing compliqué. Et dès qu'on a commencé à vouloir demander à des autrices qu'on connaissait pas forcément, mais qui étaient peut-être plus jeunes aussi que nous, les petites vieilles, mais en fait on a ouvert et on a trouvé des gens qui étaient ultra motivés et chacune on a des compétences ou des contacts différents et ça a amené quelque chose on s'est toutes complétées en fait, on n'a pas eu besoin de, comme disait Gaël, de relancer ou autre, directement les tâches étaient pour chacune et voilà quoi. C'est vrai qu'il y a un panel d'artistes très Varié. Très varié, hein. Ça va d'Alissa à vous. Oui, on a un peu par, tout, des ouais. choses plus classiques, des choses plus tournées vers le manga, des choses peut-être plus tournées vers le comic. J'ai pas tout vu, mais je vois qu'effectivement, ça permet de montrer un peu toute la variété et la richesse qu'on a aussi sur notre région. Parce que c'est vrai que les autrices, c'est jamais assez mis en avant, que ce soit en BD, que ce soit en roman, que ce soit dans plein de choses, et ça fait plaisir. Ouais. En plus, ça va dans tout. Dans la critique ciné, hein, voilà, je le dis aussi, hein, je le dénonce. Et c'est vrai, c'est moi la force et le côté hyper étonnant des faits interconnectés, c'est que c'est surtout les autrices qui sont moteurs du Girl Code. Et des fêtes interconnectées. Et c'est vrai que là, sur toute la France, autant à Paris, Strasbourg, etc., je suis en train de regarder les programmations. C'est génial parce qu'il y a des tables rondes énormément, il y a plein d'expos, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer et qui donnent envie. Je suis en train de regarder certaines tables rondes et je me dis « Oh là là, mais j'aimerais trop participer à celle-là, c'est hyper intéressant. » Il y a Naïna Abion qui va revenir sur 10 ans de lutte féministe en bande dessinée, donc depuis à peu près 2016, avec la création du collectif de créatrices contre le sexisme en bande dessinée. Je trouve ça super parce que le FIBD ne nous aurait pas forcément permis de faire ça dans les grandes salles et tout. Donc ça permet en fait une vraie réappropriation du festival, du côté festif que ça peut être aussi la bande dessinée. Et puis ça permet aussi de mélanger aussi, que ce soit plus inclusif. Comme tu disais, on a beaucoup de styles différents et je pense que dans toutes les villes c'est pareil, et du coup on dédicace avec des autrices qu'on n'aurait peut-être pas vues en festival parce que c'est quand on fait de la BD franco-belge, on reste dans la BD franco-belge, etc. Donc là, il y en a qui vont faire de l'auto-édition, des choses comme ça, et on est tout ensemble, en fait. Il n'y a pas de tentes différentes où on va mettre les auto-éditions là-bas au fond et nous d'un côté, quoi. Donc c'est vachement intéressant et ça apporte beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai que je trouve que dans les gros festivals, souvent, enfin moi je sais que c'est un truc qui fait que ça m'a rebuté, c'est que je trouve qu'il y a une certaine condescendance. J'ai l'impression qu'on donne la voix en fait à des personnes qui vont être reconnues parce que un collège, on va dire, de mecs ont décidé que cette femme elle avait le droit de parler en gros, et qu'il y a plein de super créatrices, de super autrices à qui on n'est jamais la place de pouvoir s'exprimer. Et je trouve que c'est important de pouvoir rendre la voix à tout le monde et de prendre le pouvoir. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup votre idée. Ouais, complètement. Donc vous retrouvez le programme, comme j'ai dit, sur Instagram. On mettra le lien pour que tout le monde aille voir, et que même si vous n'êtes pas sur Montpellier, il y a forcément allez suivre le Girl Code et vous trouverez peut-être quelque chose autour de votre ville avec des programmes, parce que effectivement, comme disait Gaël tout à l'heure, moi j'ai halluciné par votre programme parce que au final il y a beaucoup de trucs que effectivement au FIBD vous auriez faire une table ronde sur l'IA. Enfin, je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça à organiser même sur, comme vous disiez, sur l'auto-édition et tout. Oui, il y a effectivement l'auto-édition. Ça aurait peut-être eu lieu, mais pas avec des autrices ou des choses comme ça, en fait. C'est ça. J'ai vu des tables rondes sur l'IA ou autre, mais c'est pas forcément nous les invités aussi, quoi. Et pour les personnes qui peuvent pas se déplacer ou qui sont peut-être intéressées par ce qui se passe dans d'autres villes, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont mis en place, par exemple, pourquoi pas des retransmissions sur YouTube ou des enregistrements, des podcasts, des trucs comme ça, pour que les personnes qui ne peuvent pas se rendre à l'événement puissent peut-être retrouver certaines tables, certains débats ou autres. Il y a des choses qui ont été prévues? Je sais pas forcément, mais je pense qu'il doit y en avoir, mais...
Ouais, là-dessus, je sais que Sorums, par exemple, peut tout à fait enregistrer notre table ronde. Mais par contre, je sais pas du tout sur les autres collectifs. Il avait été question à un moment de faire, par exemple, quelque chose via Twitch, mais au final, ça a été vu que ça allait être un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une super idée d'avoir un Twitch. Mais peut-être que franchement, je suis en train de regarder là directement sur Bordeaux. Par exemple, ils font quelque chose à l'IUT des métiers du livre sur le plateau télé, donc c'est possible qu'ils fassent des enregistrements. Ça, c'est vrai qu'on en a un peu parlé. Je pense que ça se verra dans un second temps, surtout tous les enregistrements. Ouais, tous les replays. Ouais. Parce que c'est bien de garder une trace, que je trouve que c'est important ce que vous faites. Bah encore une fois, vous suivez l'Insta de Girlcut pour avoir toutes les infos. Pour avoir les infos et avoir les retransmissions s'il y a des retransmissions. Il y a un site. Il y a un site aussi, donc il y aura peut-être, je sais pas du tout. En tout cas, il y a un site pour pouvoir lire et se renseigner un peu plus sur le mouvement, et puis regarder aussi toutes les programmations suivant les villes. Et après, est-ce que il y aura un recensement et des liens vers tout ce qui est podcast, etc. C'est possible, ça, je ne sais pas encore. Et vous avez déjà le podcast de Les Plus Livres que vous avez fait. Je sais pas si c'est vous deux ou si c'est. Je crois qu'il y a non, Margot. C'est Priscille de Requener et moi. Ok. Ok, vous expliquez ce que c'est le collectif et le. Ok. Donc, bah, vous pouvez aller voir déjà ça. Enfin, donc sur les plus livres sur le site de Divergente, si je dis pas de bêtises. Est-ce que après vous me dites si c'est le lieu ou pas du tout. Si vous avez envie de parler de vous en tant qu'autrice et de parler de votre travail, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas ce que vous faites et ce serait intéressant. De faire découvrir. Comme nous, on finalement, on parle un peu de BD, mais on est très avec ses comics. Quand on a fait de la BD, c'était très autour de entrée libre. Enfin, de 6 pieds sous terre. Ouais, après, c'est vrai que dans les coups de cœur, on parle un peu de tout, donc ça arrive aussi. Oui, ça arrive. De BD, on parle de BD, manga, effectivement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que on avait une émission qui s'appelait BD Discovery qui va changer de format. Donc voilà, vous attendez pas à d'autres trucs autour de. L'équipe change et on va passer à autre chose. Voilà, je l'annonce ici. Gaëlle, est-ce que tu veux parler un peu de ton travail, comment t'as découvert la BD et qu'est-ce qui t'a amené à devenir autrice de BD? Alors, j'en ai toujours lu. Enfin, entre les Poulet Bill, Gaston Lagaffe, les Donna, les Mickey, journaux de Mickey, Pixar Magazine, le Picsou de Dan Rossin. Oui. Voilà. Donc en fait, j'ai toujours voulu en faire. Après, évidemment, je suis passée au manga. À partir de vers 10 ans, le manga arrivait juste en France. Les premiers entre Dragon Ball, Sailor Moon, Magic Knight Earth, les Clamps, etc. J'ai tout dévoré là-dessus. Donc j'ai toujours voulu en faire. Donc j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême en croyant que j'allais apprendre à dessiner. Malheureuse. Bah, c'est fantastique, Angoulême, dis donc, on a vachement envie d'y aller. Ah oui, c'est des Beaux-Arts. Donc en fait, j'en ai fait un petit peu, mais ça a été pas forcément très simple. J'ai fait l'EMCA, qui est l'école de cinéma d'animation, pour apprendre à faire du dessin animé, parce que très vite, je me suis dit, c'est sympa être auteur de BD, mais en fait, il y a une pâte à croûte, et en fait, être intermittent du spectacle, c'est vachement mieux pour avoir un peu de sous. C'est pas faux. Donc j'ai bossé aussi en anime pendant quelques temps, et en 2011-2012, j'ai signé mon premier contrat chez Delcourt avec Sauvage, une biographie de Marie-Angélique Leblanc, donc une histoire d'une enfance sauvage au XVIIIe siècle. Ce qui était, c'est mon premier bouquin, et après, j'ai réussi à enchaîner entre des boulots d'anime, d'illustration de jeunesse,
bande dessinée, et mon dernier livre est une biographie. C'est un morceau de la vie de Calamity Jane aux éditions Glénat avec Marie Bardure-Vaillant au scénario. Voilà. Ok. Super. Et est-ce que t'as C'est des... chouette, des portraits de femmes un peu. T'as envie de te spécialiser dans des histoires qui mettent en scène des persos féminins, ou c'est juste le hasard qui s'est fait comme ça? Alors, je pense qu'inconsciemment, voici, c'est pour arriver à avoir des persos féminins un peu plus forts que ce qu'on pouvait avoir. Et je pense sincèrement que Magic Knack Earth m'a marqué à un moment donné aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire, c'est un des mangas de Clamp où ces 4 héroïnes ados, c'est vraiment les Magical Girls, quoi. Sauf que c'était la première fois que je lisais une histoire avec des meufs aussi badass. Et j'étais ado. Et il y avait Sailor Moon aussi à côté, mais Magic Knack Earth. Après, elles étaient moins cucu que Sailor Moon, je trouve, de souvenirs. Ouais, forcément Clamp, c'est peut-être plus... Ouais, C'est pas leur plus problématique. Celui-là, ça, tu peux le dire, celui-là. Hein. D'accord, ok. Elles en ont fait le plus compliqué. Hein. Il n'y a pas de... C'est vrai que rétrospectivement, bon... Ouais. Rappelons dans Sakura, il y a toujours le mec de primaire, enfin le prof de primaire qui se tape d'une de ses élèves. Ouais, mais dans l'animé, ils ont dit qu'ils étaient au collège et pas en primaire. C'est toujours ça. Qui se marie à la fin, je crois. Il y a un truc. Oui, dans le manga, il lui met une bague de fiançailles. Oui. Et ça n'a pose de problème à personne. Bah, personne ne le sait. Hein. Ouais. Oui, les autres, ça pourrait poser des problèmes aux autrices d'écrire un truc comme ça, mais bon, ouais. Je te conseille de lire Marmalade Boy avec la fille au lycée qui part avec son prof. Est-ce que tu as une autrice qui t'a vraiment marqué et dont tu aimerais parler de ton travail Oula. Bah, dernièrement, en fait, t'as venu sur Becky Chambers. Mais autrice de bande dessinée. Ouais. Alors, plus jeune, c'était Isabelle Detemps. Où vraiment, elle a fait pareil. Son dessin plus à l'aquarelle, ligne plus claire, et pareil des héroïnes assez juste que ça mette en scène des jeunes femmes qui rien que ça, en fait, quand j'étais gamine, c'était nouveau, quoi. En fait, c'était hyper chouette de pouvoir lire ça, de s'identifier et de me dire, ah tiens, c'est une autrice qui est aussi passée par Angoulême. Ado, ouais, ça m'avait pareil marqué, mis une pierre blanche et m'avait dit, bah si tu peux devenir autrice de BD, regarde, il y a elle qui l'a fait, quoi. C'est marrant, t'as le même parcours que R.L. Stevenson qui a fait l'animation, qui fait la BD aussi, celle qui a fait, Yel, je crois maintenant, je crois qu'il est non-binaire, ou Kiel est non-binaire plutôt, celle qui a fait Lumberjane, le truc qui est sorti, Mimona, Ouais. qui est vraiment des bouquins géniaux, allez lire et allez voir l'adaptation. Bon, l'adaptation est loin du style de la BD. Et la Mimona, c'est sur Netflix, c'est vraiment cool. Et du coup, Yel a fait la série She-Ra sur Netflix, qui est vraiment cool, qui est mieux que la. Ah bah, elle a plus de neurones. Alors c'est sûr que c'est beaucoup mieux que la série originale. Donc voilà. Si vous, ça petite reco au passage. Et toi, Margot? Moi, non, mais un peu pareil que Gaël, j'ai toujours lu plus ou moins de la BD, etc. J'ai après beaucoup lu de manga, mais surtout du Ai Azawa. Plus le côté Gokinjo et Paradise Kiss que Nana d'ailleurs. Mais après, j'ai fait des études aux Beaux-Arts aussi, mais à Nîmes. Ça ne m'a absolument pas aidé dans quoi que ce soit. Mais après, j'ai commencé plus dans l'illustration jeunesse. J'ai fait de la BD par hasard, par des rencontres, on va dire. Et j'ai d'ailleurs commencé dans le comics et pas dans le franco-belge.
Et ma première BD franco-belge, c'est celle que je fais en ce moment, donc du coup, c'est assez rigolo. Donc là, en ce moment, je fais une BD, je termine ma série de BD avec Marc Dubuisson, qui est publiée au Lombard, qui s'appelle Rome d'après, donc qui est de la jeunesse fantasy. Et voilà. Ok. Et bah allez voir les deux Instagram donc de Gaëlle et de Margot seront dans la description. Ouais. Vous alliez voir leur travail. Elles sont très talentueuses toutes les deux. Moi, j'ai regardé Ouais. leur Instagram parce que je vous connaissais pas trop. Du coup, ça m'a donné envie de vous découvrir. Donc, c'est une bonne chose comme quoi ce Non, festival. moi j'ai découvert sur ton Margot parce que t'es assez. Je sais pas si Gaëlle a Blue Sky. Je sais que Margot elle est très active sur Blue Sky et elle est très active notamment autour du. Il y a eu un petit. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission. Mhm. Il y a eu une petite friction avec la mairie de Montpellier. Du coup, où vous étiez toutes les deux engagées parce qu'ils ont utilisé de l'IA pour une de leurs affiches. Et du coup, ça fait un peu. Voilà, c'est normal, bien, ça quoi. fait râler. Et du coup, vous êtes allé jusque. Je crois que vous avez eu droit à un petit rendez-vous avec le maire. Vous avez pu discuter avec lui. Pas avec le maire. Avec le maire. avec l'adjoint au maire, en tout cas le second adjoint au maire. Et l'agent au numérique et de. En tout cas, ils étaient 5 et après on les a revus et en toute cordialité, hein, il y a eu aucune friction. Et en fait, c'est juste que moi, j'arrive pas à être autant présente sur les réseaux. C'est Blue Sky, Instagram. Je me suis auto-proclamée nulle et j'ai pas envie de faire d'efforts. Du coup, Tu as raison, faut pas s'obliger. du coup, voilà, j'ai décidé que de lâcher l'affaire, d'avoir aucun rythme ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que des fois, ça pop. En général, je follow et je retweet, reskite surtout Margot parce que j'ai pas l'énergie et le cerveau pour faire des skits intéressants ou autres où je suis là. Non, mais je vais juste. C'est déjà bien. C'est déjà bien. J'accepte d'être la chronique online de nous deux. Mais après, moi, j'ai la fâcheuse tendance à être trop sur les réseaux parce que en plus, on va dire qu'à l'époque de Twitter, c'était grâce à Twitter où j'ai eu mes contrats dans le comics. Donc, du coup, je reste présente sur Internet parce que c'est quand même pas mal. T'as fait quoi du coup en comics si tu peux en parler ou si t'as envie? J'ai fait une histoire qui s'appelle Super Freaks qui a été éditée chez Comixology en 2018 quand ils se sont lancés pour faire des comics originaux en fait. Parce que Comixology, c'était, parce que là je sais plus ce que ça devient maintenant, mais c'était à l'époque un site pour lire des BD en ligne, des comics en ligne. Mais depuis, ça a été racheté par Amazon, donc du coup, je ne sais pas à quel point c'est encore bien. Et ils avaient fait du coup des comics originaux en ligne et aussi en print on demand. Voilà. Donc c'était scénarisé par Elsa Chartier et Pierrick Collinet. Et ensuite, du coup, j'ai pu faire des Star Wars Adventure chez IDW et plusieurs mini-histoires et ouvertures pour The Wicked and the Divine, pour Elephant Man, des choses comme ça. Ok, trop bien. Trop bien. Du coup, Star Wars Adventure aussi, comme Elsa. Du coup, j'ai dû te lire. Voilà. Trop cool. Et si vous connaissez pas Elsa Chartier et Pierre Collinet, c'est les deux personnes derrière Infinite Loop. Vous pouvez les voir. Je crois qu'on a fait une interview il y a au tout début. ouais. Deux personnes très très talentueuses et très très gentilles. Du coup, on va passer à la review. C'est au moment de Faye. Vas-y Faye. Oui, je me concentre pour faire cette review. Donc, je vais vous parler d'Hérétique, un titre qui a été écrit par Robbie Morrison, donc qui est connu pour avoir travaillé notamment dans le magazine 2000 AD, plus du tout. Tout Fast and ID. Voilà, mais moi, rien que pour t'embêter, James. Elle dit les 100, elle dit The 100, voilà, c'est très drôle. The 100. Et j'ai dit Dance au lieu de dire Tendance. Regardez ça sur Netflix. Bref. Mais c'est pas mal, Tendance, c'est très bien.
Ah, c'est très bien. Faut que je lise la BD. Bon, je reprends. Ce monsieur, donc, il n'a pas travaillé sur Didance, mais il a travaillé sur Judge Dredd, par exemple. Il a fait du Batman, il a fait du Doctor Who. Voilà, donc les classiques. Il a fait du Authority également. Et au dessin, on retrouve donc Charlie Adler, que vous avez peut-être vu, ou lu en tout cas. Petit comics qui est Walking Dead. Voilà, il a travaillé sur Walking Dead, il a travaillé sur du The Crow apparemment, Il a fait du Batman. Ah, apparemment, il est noté en Astérix hors série. Ah bon? Je viens de voir ça. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'était en 2019. J'ai envie de voir ça. Ça doit être le seul truc. Et bien, chercher un titre de 2019, Astérix hors série. Avec Voilà. Charlie Adler. Voilà, il a fait aussi du Just Dredd, il a fait pas mal de choses. Écoutez, du Spider-Man, du Superman, du voilà. Du X-Files, tiens, il a fait aussi. Ah ben, ah ouais, non. Ouais, oubliez qu'il a fait du X-Files. Je les ai lus, c'est pas bien. Après, il était juste au dessin, donc peut-être que c'était. Oui, mais justement, il était pas en forme. Ah, d'accord. Ah, chut, on n'a rien vu. Donc il n'a pas fait X-Files. En tout cas, ces deux personnes talentueuses, donc ont fait ce comics hérétique qui nous raconte l'histoire. Attendez, hop, mes notes se sont fermées, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Delcourt de nous avoir fourni le PDF. Delcourt. Delcourt? Oui, c'est Delcourt. Delcourt. Tu Oui. m'as fait peur. T'as dit Darcourt. Non, non, c'est Delcourt. Voilà. Bon, bref. Donc, en tout cas, ce comics, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, on commence avec une histoire autour de Freud qui nous dit qu'il aimait bien un gars qui aimait pas la chasse aux sorcières qui s'appelait donc Johann Weyer et qui le cite dans ses inspirations dans les livres qu'il aime et Moi, j'ai pas compagnie. compris le lien avec Freud, mais Attends, je vais te l'expliquer, mon cher James. Laisse-moi présenter la BD. Et bref, on commence avec ça et on nous dit que dans le cabinet de Freud, après sa mort, on a trouvé des carnets, donc qui étaient les carnets intimes de ce monsieur. Et il y a un gars qui est chargé de traduire ces carnets. Et donc là, on plonge en 1529 en Belgique, où on va suivre donc le jeune alors Johann ou Johann comme vous voulez Weyer, qui va rencontrer son maître qui est un certain Cornelius Agrippa, qui est, alors apparemment il a tout fait, hein, docteur, avocat, occultiste, gynécologue, tout ce que vous voulez, il le fait. Donc il va étudier chez lui et quand il arrive, eh bien il y a des choses qui se passent dans cette petite ville là, il y a des meurtres, des gens qui disparaissent, des meurtres un peu occultes, c'est bizarroïde, et il y a nos amis, bien sûr, qui sont les chasseurs de tout ce qui est diabolique et tout ça, c'est James, l'Inquisition. Et oui, ils sont là. J'allais dire Van Helsing. Ah, ça aurait été bien, hein. Je connais le film par cœur. Bon, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est l'Inquisition qui doit mener l'enquête. Alors vous savez, quand il y a l'Inquisition, c'est que c'est souvent mal barré. Mais en tout cas, l'Inquisition demande l'aide donc du monsieur, alors que je prononce bien Agrippa, pour essayer de résoudre un peu ce mystère. Et en même temps, la ville, plus ça va, plus ça part en ce qu'on appelle hystérie collective. Moi, je vais dire folie collective. Ce sera plus sympathique. Et donc voilà un peu le postulat de base. Alors, au travers de ce titre, moi ce que je vois, déjà pour te répondre à ta question sur Freud, c'est qu'au début, quand ils parlent de Freud, ils font le rapport en fait avec la chasse aux sorcières, puis avec le nazisme. Ah oui, parce que et en fait déjà ça te permet de montrer qu'il y a un cycle. Et quand on plonge dans l'histoire, tu vas te rendre compte encore une fois que ce cycle continue, c'est-à-dire que à chaque génération, il n'y a pas une nouvelle tueuse, malheureusement, mais il y a des abrutis qui ne supportent pas le changement et qui adorent trouver des boucs émissaires pour dire c'est leur faute. Alors c'est les femmes, bien sûr, c'est les personnes qui ont des religions différentes, c'est les étrangers, c'est tu marches pas droit, hop, t'es hérétique, on te brûle. Voilà, en gros, c'est ça. Et en fait, voilà, ça parle de ça, que l'esprit humain, parce que au début, on te dit qu'on peut voir quelque chose de freudien et de psychanalytique dans cette histoire. Mais en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on nous dit que l'humanité est sauvage et quand elle est quelque part acculée ou dans la peur ou dans un stress, elle va avoir tendance à retomber dans la violence et donc à accuser son voisin, à l'attaquer, à lui faire mal, à ne pas l'écouter, juste parce que c'est trop dur de se regarder en face et de reconnaître ses torts. Et ça, on va le voir dans le comic, c'est-à-dire qu'on a les gens dans la ville qui sont complètement fous, mais on a surtout le personnage, donc l'inquisiteur, qui n'écoute pas les personnes qui l'interrogent. Il dit, je vais vous interroger, dites-moi la vérité, mais en fait, il veut pas qu'on dise la vérité. Il veut qu'on dise sa propre vérité à lui, ce qu'il veut entendre. Et donc, il n'écoute pas ce que disent les gens. Et à côté de ça, on va avoir les gens dans la ville
qui n'écoutent pas ce que va dire l'inquisiteur et qui vont vouloir faire justice eux-mêmes. Et ça sombre dans la folie, ça sombre dans j'en profite pour régler mes comptes avec mes voisins et compagnie. Et donc là, tu vas voir le parallèle avec, bien sûr, les fameuses chasses aux sorcières qu'on a eu un peu partout. Donc t'as vraiment cette ambiance-là de folie contagieuse. C'est une espèce de complot aussi derrière tout ça. C'est ça, t'as des histoires de complot, t'as des choses assez dérangeantes, mais t'as vraiment ce côté un peu comme une transmission du mal, quelque part, qui fait que les gens deviennent de plus en plus fous, de plus en plus, ils perdent le contact avec la réalité. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que le dessin, en fait, va nous traduire tout ça, parfois encore mieux que les mots. C'est-à-dire que tout ce qui est la mise en page, les traits, c'est un titre qui est en noir et blanc, mais parfois vous allez avoir des apparitions de couleurs comme le rouge, par exemple, et ça va avoir un poids fort. C'est-à-dire que l'auteur par exemple, les expressions des visages sur lesquels il va beaucoup travailler. Il va vous montrer à quel moment les personnes perdent le sens de la réalité, à quel moment ils deviennent complètement cinglés. Et en fait, le vrai mal, c'est ça, c'est quand on perd tout point avec la réalité, qu'on perd tout point, en fait, d'empathie et d'écoute avec les autres, qu'on pète un câble, que là, c'est ça le côté démoniaque, en fait. Et je ne vous dis pas qui ou quoi est coupable, mais vous verrez que quand il y a la découverte, ça traduit tout ça. Après, pour moi, en termes d'écriture, il y a quand même des soucis parce que je trouve que, par exemple, les présentations de personnages sont un peu faites avec des gros sabots, genre « Oh, bonjour, monsieur machin, ah, gna 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 gna, oh, je suis fou, regardez, je balance du feu grégeois dans toute ma baraque, génial !» Enfin, voilà, tu vois, c'est fait sans subtilité, donc c'est un peu dommage. Et après, quand on aime les enquêtes policières, je trouve que le mystère, il est assez vite résolu. Enfin, j'ai pas été surprise par la tournure du truc. Par contre, effectivement, on en parlait en off. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est un peu cette étude de l'humanité et d'essayer de se dire mais pourquoi est-ce qu'on refait toujours les mêmes conneries? Pourquoi est-ce qu'on est dans l'autodestruction? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on n'est pas tous pareils, qu'on a des vues différentes, et pourquoi est-ce qu'on peut pas essayer de coexister plutôt que de se détruire en permanence? Et ça, voilà, ça m'a marqué. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et ce qui est bien, c'est que le personnage principal, donc celui dont on suit l'histoire là, le petit Johan et son maître, bah ce sont des outsiders, ce sont des gens qui ont une pensée déjà différente, qui peuvent être en danger justement face à l'Inquisition parce qu'ils pensent totalement. Mais en fait, en ayant un esprit ouvert, on se dit que finalement, si tu restes comme ça, que tu parles avec une personne et que tu trouves une personne pour t'écouter, cette personne, elle peut peut-être aller voir d'autres gens. Et ainsi de suite, et ça peut être une once d'espoir. Tu vois, le comics, pour moi, il finit avec une espèce de me dire que bah, tout n'est peut-être pas perdu, qu'on en chie, mais qu'à chaque fois, à chaque période, il y a toujours au moins une personne qui va en contaminer une autre et qui fait que à un moment donné, ça va s'inverser. Tu vois, j'ai envie de me dire, il y a un peu d'espoir. Après, tu peux aussi le voir de façon plus empiriste aussi, en disant... Ouais, ils sont bien sympathiques, mais les gars, on sait très bien qu'on est foutus, tu vois. Tu peux avoir deux perspectives. Mais voilà, effectivement, quand au début ils te disent vous pouvez voir cette histoire de deux façons différentes dans l'introduction, bah je suis d'accord parce que tu peux te concentrer simplement sur les faits et te dire bon bah il y a eu ça machin. Et de l'autre côté, tu peux essayer de faire une analyse justement un peu plus psychologique et à la fin te poser des questions et te forcer toi-même à quelque part te dire est-ce que moi j'ai eu à un moment donné ce type de comportement dans le fait de genre j'ai jugé quelqu'un d'autre ou j'ai mis des peurs que j'ai eues, des trucs que j'ai pas compris sur quelqu'un d'autre plutôt que de moi me remettre en question. Après tu vois, nous on est censés, mais je me dis certaines personnes voilà ça va être plus compliqué pour elles de comprendre le message du truc, mais voilà, j'ai envie de me dire que quand même c'était intéressant. Après sincèrement, c'est pas le comics qui va me rester en mémoire, c'est pas le truc le plus innovateur que j'ai lu. Après, sur le thème de l'inquisition, de la folie collective, effectivement, il y a des œuvres un peu plus, on va dire, riches, un peu plus voilà, profondes, un peu plus. Tu vois, on parlait du Nom de la Rose, parce qu'il y a des choses qui me font penser. Je me suis dit, les auteurs, ils ont dû lire le Nom de la Rose ou voir au moins le film, parce qu'il y a des trucs qui m'y ont fait penser. Voilà, il y a plein de trucs. Enfin. Tu vois, même sur la folie collective et tout ça, moi, un film que j'aime beaucoup, c'est The Witch, qui va se concentrer sur une famille à la période justement où il y avait ces chasses à sorcières. Mais tu vois en fait comment. C'est pas même. Oui, non, mais je parle de la folie collective. Tu vois comment la folie d'une personne va contaminer les autres et faire que
plus personne ne pense et qui sont juste aveuglés par les peurs. Et je trouve qu'on peut le mettre en perspective avec ce qui se passe actuellement. C'est qui le réel? Où c'est Robert Eger. Ouais, Robert. J'aime beaucoup. Non, mais là, je veux dire, la BD, on peut la mettre en perspective avec ce qu'on voit actuellement, où genre, t'as les réseaux sociaux qui sont en fait cette foule débile qu'on a dans le bouquin. Bah, c'est les réseaux sociaux maintenant. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui te sorte Ou les États-Unis, des fake news, même ce que tu vois aux États-Unis. Enfin, tout ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe avec l'ICE et tout ça. C'est ça. Et effectivement, je trouve que quand tu fais le parallèle, bah, tu vas quand même te sentir oppressé par la BD parce que je trouve que la mise en page, il y a beaucoup de plans rapprochés sur les visages. Il y a beaucoup tu vois, quand il y a des scènes de torture, je trouve que par le trait, il arrive à te faire ressentir justement le danger que ça représente, la souffrance que c'est. Et tu vois, c'est limite du torture porn, mais en mieux réalisé, j'ai envie de dire. Parce que le torture porn, des fois, ils sont tellement dans le gore. Non, pas ça, mais dans le grand guignolesque qui fait que ça annule ce que tu devrais ressentir vraiment, qui est genre mais c'est horrible, j'ai mal pour lui, tu vois, et tout. Et là, en fait, le dessin, par la simplicité, le fait de pas avoir mis de couleur, pour moi, ça va créer le lien, ça va créer moi, ça m'a créé l'empathie, la réflexion. Voilà, j'arrête de parler, je vais laisser nos invités. Après, Charlie Adler, il est très fort en noir et blanc. Ouais, bah, sur Walking Dead, t'as des planches qui étaient quand même, tu vois, je me rappelle de grands moments qui te laissent sans voix, que tu dis, alors que quand il y a eu la version télévisée, c'était moins impactant. Voilà. Oui, on va donner, avant que je donne mon avis, qui a envie de commencer? Je sais que Gaël avait un autre cadre, le côté historique dont t'as pas trop parlé. Oui, pardon, je suis restée sur les thématiques. Oui, mais l'analyse, je suis complètement d'accord. En fait, là, je t'ai écouté, j'ai fait oui. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à raconter. Désolée, je me suis lancée. Non, mais c'est super. J'ai écouté avec grand plaisir. Effectivement, j'aurais pas grand-chose d'autre à rajouter. Après cette lecture, du coup, j'ai tout à fait apprécié la lecture. Pareil, le parallèle avec la période en ce moment, ça fait quand même pas mal écho, l'espèce de folie d'entraînement sur le côté où on se déresponsabilise, on s'entraîne et qu'il n'y a pas forcément de réflexion ou de résistance, je sais pas. Et c'est vrai que c'est assez simple de suivre ces deux personnages. Le jeune homme assez innocent qui va s'endurcir, avoir de plus en plus d'expérience. Ça me fait penser, comme tu viens d'évoquer le nom de la rose, le jeune moine qui, pareil, arrive tout innocent et va avoir son maître incarné par Sean Connery, mais dont je ne connais plus le nom. C'est pas Guillaume de Baskerville, voilà. Et c'est vrai que c'est complètement ce genre de personnage de duo où en fait t'as le jeune élève et son senpai qui va tout lui apprendre et avec qui il va aller suivre cette grande aventure. C'est vrai que c'est assez classique comme trope. Mais l'enquête et puis tout le côté historique, etc. On est assez pris dedans. Et puis le noir et blanc, il y a quand même une grosse ambiance. On est bien pris dans le côté très sombre, très dur du récit. Et je me suis plutôt laissée emporter. Voilà. Ok. Margot, est-ce que tu as quelque chose à ajouter est-ce que tu as apprécié ton récit? Oui, c'est vrai que comme Faye disait, j'avais un peu plus du mal aussi avec c'était surtout ça qui disait ça, avec le côté Freud au début. Même si je comprends maintenant, surtout avec le retour de Faye, l'importance de ce passage-là, mais je trouve que d'avoir pris Freud, pour moi, ça me gêne parce que je déteste Freud. Mais du coup, au début, je comprenais pas le truc de pourquoi. Et je trouve que ça aurait pu se comprendre sans ça, en fait. Il y aurait. Ce prologue, il se rappelait, en fait. Et même l'épilogue aussi, j'avais l'impression. C'est la métaphore, la comparaison nulle, mais j'ai l'impression que c'était comme quand dans Assassin's Creed, on se retrouve dans le présent et on t'explique le tout, et tu as mais donne-moi juste l'histoire dans le passé, en fait, normalement.
Et le parallèle se fait tout seul aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'explications pour comprendre le parallèle avec ce qui se passe maintenant et le côté cyclique de tout ce qui se répète, etc. Et je trouve que le côté Freud, en plus, rajoute le fait que on a l'impression qu'on doit blâmer les gens et le côté folie ou sauvage, comme tu disais, alors qu'en fait, ce qu'il faut blâmer, c'est plus l'institution. Donc, du coup, c'est un peu plus complexe et c'est ça qui m'a gênée, en fait, on va dire. Mais la lecture est super chouette, Charlie Adler. Enfin, moi, j'ai pu le rencontrer. En plus, Charlie Adler, il est super sympa. Mais il sait ce qu'il fait, il sait faire l'attention. Moi, c'est la personne qui m'a fait fermer un bouquin parce que je voulais pas voir la suite. Donc, du coup, il sait quand même gérer cette tension-là. Et c'était agréable, en plus, de voir son dessin en pur noir et blanc. Parce qu'on voit tous les coups. Ouais. Je sais pas avec quoi il travaille, je pense que c'est de l'encre. On voyait vraiment les coups de pinceau par moment, la texture. Enfin, c'était vraiment hyper cool, quoi, à lire en noir et blanc. Je suis d'accord, c'était passionnant. Il y a des cas, je regarde, comment il a dessiné là, comment il a fait ça et tout. Je me suis même demandé si avec la couleur, ça aurait eu le même impact. Je sais pas. Des fois, Les planches avec le rouge seraient moins ressorties aussi. Je pense que c'est vraiment le gros travail avec les masses de noir, le son grisé, etc., qui est hyper étonnant et important au final, parce que la couleur viendrait rajouter de l'information en plus. Alors, il y en a déjà beaucoup, t'en as pas besoin d'autant en fait. Le noir et blanc, il est là, il raconte comme il faut, il raconte déjà beaucoup. Pas besoin de couleur. Bon, moi, je vais être la personne la plus relou du groupe. Moi, j'ai trouvé ça chiant. Les gros mots. Mais j'ai eu l'impression d'avoir lu cette histoire 45 000 fois. Charlie Adler est très fort. Ça, je manquerai pas de respect au niveau du graphisme. C'est très beau. Je trouve ça très très joli. Moi, c'est pas, j'aime bien Charlie Adler, mais c'est pas mon dessinateur préféré. Mais c'est très joli. Mais par contre, j'ai lu, on parlait Au nom de la rose, où moi, j'ai lu il y a pas longtemps L'apothicaire de Henry Leeuwenbroek, qui se passe pas au même endroit, mais qui est un peu au même moment, avec un peu le même style de personnage, et qui est beaucoup mieux raconté. Ça m'a fait aussi penser à c'est pas du tout le même style, mais moi j'aime beaucoup le travail de Paco Mtielman sur Blast, et il a fait tout un épisode sur les cathares qui parle de l'Inquisition, et c'est pas vraiment l'Inquisition là, pour le coup, c'est plus la papauté, bref. Allez regarder ce qu'il fait, c'est génial. Et du coup, ça parle un peu de ça, et avec un storytelling qui est peut-être un peu plus qui moi me parle plus, on va dire. Vraiment, l'apothicaire d'Henry Leeuwenbroek, c'est vachement bien, parce qu'en plus ce qui est intéressant pour quelqu'un comme on vit à Montpellier, il y a toute une partie qui se passe à Montpellier et dans le coin. Et c'est intéressant de voir à cette époque-là qu'est-ce que parce qu'il y a un moment elle est à Pau, où elle est dans le coin dans le sud de la France. Le bouquin est génial. Mais là, ouais, effectivement. Et il y a un truc je trouve que l'aspect historique est amené au forceps, mais t'as des moments où viens, je te raconte l'histoire et je te mets ce personnage. Regarde, ce personnage est important. Il a tel nom, il a fait ci, nanani, nanana. Et ça te stoppe dans le récit. Ça arrive pas de façon fluide. Et je pense à l'apparition d'une personnage de la patronne de Agrippa, qui arrive comme ça d'un coup. On te la présente et puis après on la reverra plus jamais. Mais ok, bref, on l'a vu. C'est bien. Et je trouve que ça apportait pas grand chose d'autre au récit à part importer d'autres personnages. Pour le coup, si je pouvais conseiller une autre BD qui parle aussi un peu de ce thème-là et qu'on n'avait pas traité mais qu'on a lu et qui est sortie aussi chez Delcourt, c'est j'ai plus le nom, c'est de Becky Cloonan. Le travail de Becky Cloonan est ouf, vraiment. Ah oui. Somna ? Non. Somna, voilà. Somna. C'est Somna, ouais. Somna, c'est génial, vraiment, c'est trop bien. C'est beau. Pour moi, je suis désolé pour Charlie Adler, mais c'est plus beau que Charlie Adler. Ah oui.
Tu vas te faire des ennemis. Je vais faire des ennemis, je suis désolé. Il y a, en plus, il y a pas que, je crois elle est pas toute seule. Il y a Becky Cloonan et il y a une autre autrice avec elle parce qu'il y a des moments de rêve qui sont intercalés ou des moments Je me demande si c'est pas tout la lotée, mais je suis plus sûre si c'est elle. Mais... Peut-être, ouais. Et vraiment, c'est génial, c'est ouf. Le bouquin, tu te souviens? C'est sur la personne qui sort avec qui est mariée avec un, du coup, ça se passe aux États-Unis et qui brûle les sorcières. Et Ah, le truc qu'on a lu tous les deux. ouais, tu te souviens? Ouais. C'était cool. Non, t'as pas le. Ok, tu l'avais pas marqué autant que moi, apparemment. J'ai vu quelque chose qui m'a déconcentré. Du coup, De quoi? Non, rien. Ok, bon, bref. Lisez Somna, c'est aussi chez Delcourt. Vous pouvez y aller. Ah si, ça y est, je me rappelle. Qui avait un côté très giallo un peu. Ouais. Oui. Effectivement. C'était vachement bien, les dessins étaient très beaux. Ouais. Mais du coup, il y avait ce que je disais avec les deux dessins. Oui. C'est ça que tu disais, le côté giallo. C'est ça. Oui, il y avait un côté un peu Suspiria au des moments de rêve avec rien que la couverture, c'était très Je sais que j'avais dit à Sophie qui est dans l'émission avec nous, vraiment lis-le. Où je l'ai mis cette BD d'ailleurs, trop bien. Je sais plus où je l'ai mis. J'en ai tellement de BD. Le travail sur les couleurs, j'avais trop envie de toucher. Il y a une espèce de... Ouais, je sais plus qui c'est qui est au dos. C'est pas Jordi Belair Je crois que c'est Jordi Belair. Attends, je vais regarder. Pas dire des conneries, mais mais ouais, c'était vraiment très très bien. Ouais, c'était vraiment très cool. Donc effectivement, moi je suis un peu plus Toi, t'es mitigé sur la BD tu voulais parce que c'est joli et j'avais envie d'une histoire un peu plus oui, c'est tout la loté, tu as totalement raison Margot. Et c'est Becky Cloonan et tout la loté à la colo. Donc, d'accord, moi je pensais que c'était Jordi machin. Bon, écoutez, le jour où je me tromperai pas de nom. Ça... Non, ce n'est pas Jordi Belair, même si Jordi Belair est une superbe. Très bien. J'allais dire, dans tous les cas, Jordi est incroyable. Donc oui. En scénariste aussi, elle est très bonne. Elle avait refait le reboot de Buffy. Oui, elle a bossé sur le reboot de Buffy. Le début était bien, après c'est parti en sucette. Parce qu'il est peut-être parti. Voilà. Il fallait garder Jordi Belair jusqu'au bout. Très bonne artiste. Donc voilà. Tu achèterais quand même la BD. Attends, je vais regarder à combien elle est. Parce que ça c'est quand même. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. En ce moment c'est compliqué. Donc c'est vrai que nos auditeurs aiment bien savoir aussi les prix. Effectivement, par exemple, quand je vois le bouquin de comment il s'appelle, la ressortie de Brian Lee O'Malley à la dérive, qui est à 24 €. Ça fait mal. Ouais. Enfin, je vais pas retaper sur la dérive. Moi, j'avais bien aimé, mais j'y mettrais pas 24 €. Et là, c'est à 19 €. Oh, ça va à 19 €. Franchement. C'est quand même pas mal de pages en plus, donc. Ouais. Non, ça va. Ouais. En plus, il y a 2-3 petits bonus. Oui, c'est vrai, j'en ai pas dit à la fin. Il y a tout, justement, il y a tout un truc où ils expliquent un peu, ils présentent un peu plus les persos historiques qui sont dedans. Attends, j'ai mon micro qui tombe. Pardon. Donc oui, ils présentent les persos historiques et tout ça, donc ça donne. Puis on voit aussi quelques études pour les préparer et tout, donc ça peut être intéressant si vous aimez le dessin, bien sûr. Et puis Delcourt, ils font toujours ceux du Super. Oui, mais il y a toujours un beau travail d'édition, donc voilà, on va pas se plaindre. Même si c'est dommage qu'ils ont été rachetés par Hachette, mais ce n'est pas grave. Tu vas te faire des ennemis. Ah je suis désolé moi. Ah là. Oui, ils ont été rachetés par Hachette. Ouais. Et ouais. Il est partout. Conclue ton émission. Ouais, je raconte n'importe quoi. Je suis désolé. On est une émission de gauche. Hein. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc si vous avez envie d'un peu d'érétisme, allez-y. Si vous aimez bien Charlie Adler, allez-y. Si vous aimez les écartèlements, allez-y. Ah ouais. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un mec qui survit à rentrer dans une vierge de fer. Je ne sais pas comment c'est possible de survivre à ça, mais bon, apparemment, tu peux survivre avec plein de petites piqûres sur les. Sur la peau. Alors, je suis désolée, mais dans Sleepy Hollow, t'as le perso d'Ichabod Crane, il a les cicatrices constamment, ça fait des tout. Oui, mais il est pas rentré en entier, mais bon. Là, le mec ferme la boîte et ça pisse le son. Il est peut-être passé entre les. Peut-être. Où les trucs étaient mal taillés. C'est mis comme ça, ouais. Je sais pas, où les trucs étaient mal taillés, c'est pas rentré profondément. Mais vraiment, on voit le truc, on voit la vierge qui se ferme avec le sang qui se. Peut-être que les trucs.
Et après, on le revoit, j'ai dit, Attends, comment il peut être vivant, c'est pas Excuse-moi, James, mais Ça spoil un peu, je suis désolé. que l'inquisiteur, il aime bien son travail, il l'a peut-être utilisé souvent et il n'a pas pensé à retailler les pics. peut-être. C'est important d'aiguiser les pics, tu vois. Pensez à aiguiser les pics de votre bière de fer, si vous en avez une toujours. Important. C'est très important. Donc, Alors, est-ce qu'on l'achète? Peut-être on fait un petit tour. oui, est-ce que vous l'achèteriez, Margot, Gaël? Je dirais pas spécialement, mais c'est plus parce que j'achète peu de BD faites par des hommes en ce moment. Mais Je comprends. mais voilà. D'accord, bah, tu as raison. Gaël? C'est une bonne question. Pour l'offrir. Ouais, offrir, en tout cas à la bibliothèque, carrément. Ah oui, J'ai une acheter bibliothèque. à la médiathèque. Et aller à la médiathèque de Clapier, parce qu'elle est très bien. Et qu'en plus, maintenant, vous avez le 4, pour les gens Non, non le plus. 5. Le 5, excusez-moi. Pour y aller. Et moi, j'y Le suis allé. tramway, bien sûr. Le tramway, oui. N'importe quoi. Mais allez-y parce qu'elle est trop bien. Je la trouve même mieux que, même s'il n'y a pas le fameux ascenseur de la bibliothèque de, pardon, c'est du privé. Désolé. Mais on a 2 amis qui y bossent, et elle est très bien cette bibliothèque. Allez-y, elle est très bien. En plus, il y a pas mal de, le coin BD est très cool. Donc, Oui, moi, mon cher James, alors je ne l'achèterai pas pour moi, mais je l'offrirai. ah d'accord. Voilà. Parce que j'ai résolu le mystère policier, donc voilà. Ah mais oui, mais putain, tu résous tous les mystères policiers. Non, pas tous. Mais même un cadeau, un des avant-derniers cadeaux que je lui ai fait, c'était à Easter Egg. Elle a tenu, rien que tenir le sachet dans sa main, elle m'a dit c'est ça, et c'était ça. Voilà, bravo. C'est de l'intuition. J'ai même pas besoin de prendre les cartes de tarot Buffy pour savoir la vie. C'est vrai qu'elle a des cartes de tarot Buffy. Si vous voulez vous faire tirer les cartes Buffy, sachez-le, c'est possible. Appelez au 0800. 0800 Buffy. Voilà, exactement. Bon, sur ce, vous savez ce que vous savez ce que vous pouvez faire la semaine prochaine. Je sais pas quand cette émission sortira. Je vais essayer de la sortir très vite. Bon, il faut la sortir avant que bien sûr Oui, ça commence. On va essayer de la sortir. On va le faire, promis. Parce que j'étais un peu, sur le montage, j'étais un peu, je passe mon temps à dessiner. Du coup, c'est pas bien. Je ne monte plus. Mais on va. Écoute, on va faire je avec. propose de te fouetter pour t'aider et comme ça après quand on aura fini, toi tu me fouettes pour que je finisse mon montage. Voilà, on va faire. On va pareil. s'entraider. Sinon, il faut investir dans la Vierge de Fer. Hein. Je crois que ça. Voilà. Voilà. Ah, Ceux qui peut-être. montent pas. Ah. Je peux t'écarteler éventuellement. Ah oui, cette scène, elle est Tu te rappelles Sean Bean dans dans Black. Black Death. Black Death. Ah oui. C'est une de mes morts préférées de Sean Bean. Tu les as classés? Tu veux faire une tier list des Non, pas encore, mais j'aime bien ça là. Voilà. Ok. Ah bah bien sûr Boromir. Boromir au-dessus de tout. Il s'est sacrifié pour tes péchés. Mais le perso est méchant. Mais comment tu peux? Mais non. Non, il est corrompu, il est pas méchant. Mais son papa, il est mauvais. Non mais Il a pas les- elle pardonne tous les. Elle pardonne à Ben Solo. Mais Ben Solo, le pauvre, il a eu. Il a tué plein de monde. Ouais, on reste sérieux. On va sérieux. se calmer. On fera une émission spéciale procès Ben Solo. Oui, et il va perdre puisqu'il a tué plein de monde. C'est pas lui, il était possédé. Allez, finis Il ton était émission. pas possible. Finis ton émission sérieusement. Donc la semaine prochaine, le festival interconnecté de la BD. Il faut y aller. Il parce faut y que aller. c'est cool. Allez-y. C'est gratuit en plus, les 3/4. Parlez-en autour de vous. Des trucs, donc allez-y. Il y a les dédicaces, si vous voulez voir Margot en dédicace avec Agnieszka en plus. Donc c'est trop bien. J'essaierai de passer et je bosse sur des stickers anti-IA. Je te donnerai mon petit sticker Ultron anti-IA. Tu verras, c'est Ah bah on pourra faire un échange si tu veux. avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? La semaine prochaine, alors il y a Cécile que vous avez entendu sur 2 émissions déjà. Cécile Béard, qui est aussi auteur de BD, qui est aussi sur Montpellier, qui fait du fanzine. Il m'a dit ouais, moi j'ai jamais lu d'ici, j'ai envie de faire un truc un peu touffu en d'ici. La semaine prochaine nous faisons Crisis on Infinite Earth. Oh. Alors je pense que même moi je vais être perdu, alors que je suis d'ici sexuel complètement. Je pense que je vais être perdu dans ce que propose Georges Pérez avec Crisis on Infinite Et Earth. surtout, on fait pas l'émission le 30. Pourquoi? Parce que tu sais très bien pourquoi.
Eh ben parce qu'il y a Stray Kids au Ah oui, elle me saoule avec les pièces jaunes. Et j'ai regardé tout ce qui se passe. Bon, c'est vrai. Allô. Oui, il y a Stray Kids qui passe aux pièces jaunes. Si vous aviez envie de voir les pièces jaunes, c'est pour voir Stray Kids. J'ai des spoilers déjà de l'enregistrement, regardez. Bon bref, vas-y, sois Et sérieux. après, tu dis que c'est moi. Tu veux que je passe j'ai des sons sur la soundboard de Stray Kids. Pardon. Non, promis, je reste sérieuse et intelligente, allez. Allez voir les Insta de Gaël et de Margot. Envoyez de la force. Envoyez la force, tout ça. Donc, et on a une pensée pour Spades, qui est un peu malade. Donc Pourquoi on tu racontes la vie raconte pas sa vie, je dis pas ce qu'il a. Mais il est un peu malade, donc on pense à lui. Je ne pense pas qu'il écoutera, mais on pense à lui quand même. Et on vous dit à la semaine prochaine pour Crisis on Infinite Earth. Je pourrais même pas pitcher le truc. Ouais, mais James, quand même, tiens, tu peux rappeler à nos auditeurs et peut-être les gens qui nous découvrent avec cette émission et qui se disent, mon Dieu, c'est quoi ce couple de tarés? Eh bien, vous pouvez écouter la suite de nos aventures de tarés en allant sur notre site internet James et Faye, où là, vous retrouverez toutes nos émissions parce qu'on ne fait pas que Comics Discovery, on fait plein de choses. On parle de cinéma, on parle de séries télé, on parle de livres, d'écriture, on fait plein de choses. Et sinon, il y a nos réseaux sociaux, Instagram, bien sûr, et Blue Sky. Voilà, donc vous pourrez aussi retrouver tous les liens de l'émission et dans la description, il y aura tous les liens justement pour suivre nos invités, suivre le festival et tout ça. Ouais, tu fais vraiment mieux ton taf que moi. J'ai plus d'années de pratique que toi, mon petit. Et c'est vrai. C'était quand le début du Lost Code? J'ai presque, ça fait 20 ans là. Putain, 20 ans de podcast. Ah là. Ça fait peur. Ouais. Conclu maintenant. On va conclure sur ce moment un peu. Merci encore d'être venu. Désolé pour la beaucoup, fois chaotique. Merci à vous. et Gaël. Et allez au festival interconnecté de la BD, que ce soit à Montpellier ou dans les autres villes qui est autour. Et soutenez la BD française, soutenez les autrices françaises et achetez dans une librairie BD indépendante parce qu'il y a des chouettes conseils, on peut se faire une communauté, on peut faire des découvertes, des échanges. Voilà, parfait, tu as tout bien dit. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Salut.